Bonsoir à tous et bienvenue à Spotlight Sida. Bonsoir Serge. Bonsoir Delphine. Eh bien, c'est un plaisir de vous retrouver dans cette émission. Nous allons donc parler Sida Actu, l'actualité du Sida sur Internet et les réseaux sociaux. Donc Serge, aujourd'hui nous allons justement parler des entreprises privées qui luttent contre le VIH-Sida. Notre invité est le docteur Anigra Arjina Prince Igor. Il est médecin d'entreprise. Mais avant, vous l'avez dit, on aura la réaction des internautes. Tout à fait. On aura un certain nombre d'informations relativement donc, à ce thème. Pourquoi il est important pour les responsables d'entreprise d'accorder une importance particulière à la lutte contre le VIH-Sida. Pourquoi nos entreprises doivent avoir des programmes de lutte contre le VIH-Sida. Nous en reparlerons dans quelques minutes, bien évidemment. Nous allons déjà demander à docteur de nous rejoindre. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Delphine. Bonsoir, Serge. Serge, on se retrouve tout à l'heure. Docteur, asseyez-vous. Docteur, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci. Première préoccupation, pourquoi dès le début les entreprises privées ont décidé de lutter contre le VIH-Sida? Et vous savez que dans les années 90, nous étions médecins d'entreprise, nous avons connu beaucoup de soucis. Beaucoup de soucis parce qu'aujourd'hui, on avait beaucoup de travailleurs qui étaient infectés par le VIH-Sida et il n'y avait pas d'antirétroviraux. Donc tout ce qu'on pouvait faire en entreprise, c'était de faire des sensibilisations et passes pour que les gens prennent des dispositions. Malheureusement, on avait assez d'infections. Vous savez que tout le monde ne connaissait pas les méthodes de prévention. Donc on avait beaucoup d'infections et le nombre de séropositifs ne faisait qu'augmenter. Et on avait pratiquement tout le monde des décès. Tout le monde est décès. Et beaucoup de travailleurs ne comprenaient pas souvent qu'ils terminent aux maladies infectieuses. Et c'était vraiment une hantise. Ça a perturbé le climat social dans l'entreprise. On s'est beaucoup de questions. Et on s'est dit qu'est-ce qu'il fallait faire. C'est comme ça que certaines études ont été menées, des études d'impact socio-économique, je ne citerai pas les entreprises, donc des études d'impact économique pour montrer l'impact, ce que les entreprises perdaient sur le plan social, sur le plan économique, en ne s'organisant pas contre ce fléau qui était le VIH-Sida. Est-ce qu'on peut avoir les statistiques? À l'époque, vraiment, on était autour de 12, 13, 14%, c'est-à-dire un travailleur sur 10 décédait du VIH-Sida. Donc c'était vraiment effroyable. Quel était donc le rôle des entreprises? Mais le rôle, déjà à l'époque, on ne parlait pas tellement de rôle, parce que les entreprises n'avaient pas de moyens. Donc il fallait avoir les moyens pour pouvoir avoir accès aux antirétroviraux. Et puis, il fallait avoir aussi la technicité, l'expertise pour organiser, pour mettre en place des programmes et des plans d'action. Donc, c'était des simples sensibilisations qui se faisaient. Et quelques entreprises ont eu l'opportunité de mettre en place des fonds de solidarité. Et donc, les travailleurs cotisaient pour pouvoir acheter ces antirétroviraux qui sont apparus à la fin des années 99. Donc, mais ça coûtait cher. C'était pratiquement 500 000 francs par mois et toutes les entreprises ne pouvaient pas s'offrir cet argent-là. Donc grâce au fonds de solidarité, les entreprises ont pu pouvoir avoir accès aux antirétroviraux. C'est comme ça qu'on a commencé à avoir des travailleurs sous antirétroviraux. Docteur, nous allons faire donc le constat dans vos entreprises. Disons que pour lutter contre le VIH-Sida, des entreprises ont mis sur pied des comités de lutte contre le VIH au sein de leur structure. Notre reporter Aurélia Drukula a sillonné quelques entreprises privées pour voir comment fonctionnent ces comités de lutte. Son élément est commenté par Éric Goré. La lutte contre le VIH connaît une avancée fulgurante grâce à la mobilisation des gouvernants et des structures œuvrant dans le domaine du VIH. En Côte d'Ivoire, les travailleurs du secteur privé décident d'accentuer la lutte. Un comité est donc mis en place à cet effet, en vue de faire obstacle à la pandémie dans le milieu des travailleurs du privé. Ainsi donc, plusieurs stratégies vont accroître la sensibilisation. On avait fait d'abord une enquête, à l'époque, une enquête pré-cap, pour voir un peu quels sont les niveaux de connaissances et les pratiques de nos travailleurs. On a tiré des leçons et on a pensé qu'il était opportun justement de mettre en place ce comité, de sorte que la proximité des travailleurs
puisse permettre donc d'atteindre le maximum de travailleurs sur la problématique donc, du VIH-Sida. Comment sont organisés les différents comités de lutte contre le VIH et quelles sont leurs missions? Le comité interne de lutte contre le sida a pour rôle de sensibiliser les travailleurs justement sur toutes les questions en lien avec le VIH-Sida, de les encourager à aller au dépistage et de se prendre en charge lorsque éventuellement ces personnes sont dépistées positives. Nos actions donc sont la sensibilisation des travailleurs sur le VIH-Sida. Nos actions sont l'organisation de campagnes de dépistage volontaires non contraignantes, donc une campagne de dépistage. Ensuite, c'est l'encouragement justement des travailleurs dépistés positifs à se prendre en charge, et également donc l'encouragement des personnes qui sont dépistées négatives à observer donc les meilleures pratiques possibles pour éviter justement de se contaminer. Pour les acteurs du milieu professionnel du privé, le VIH pourrait avoir un effet dévastateur sur les ressources humaines si les travailleurs ne sont pas mieux informés. C'est pourquoi ces structures recommandent une adhésion volontaire de chaque travailleur et leur implication personnelle dans la lutte contre le virus. Docteur, là nous venons de voir le reportage de Aurélia Drukula, un élément qui a été commenté par Éric Goré. La question qui nous vient directement à la bouche, c'est de savoir s'il y a un suivi des actions qui ont été menées sur le terrain. Merci. Alors, ce que je pourrais dire là-dedans, c'est quand même quelque chose d'assez fondamental. Vous savez que pour commencer tout programme de lutte contre le VIH dans l'entreprise, il faut élaborer une politique. Vous voyez, ces politiques sont élaborées à partir des recommandations du BIT et de l'ONU-SIDA. Donc, beaucoup d'entreprises ont élaboré ces politiques. Mais malheureusement, le constat que nous avons fait, c'est que ces politiques n'ont pas été élaborées avec la participation des travailleurs. Parce que ces politiques étaient dirigées vers, c'était pour le bien des travailleurs. Et donc, ça a été vraiment une petite fausse note. Et aujourd'hui, on fait le constat. Le constat, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises ne sont pas appropriées, les travailleurs ne sont pas appropriés en fait cette politique-là, parce que là-dedans, elle parlait vraiment de la politique de prévention, la politique de prise en charge, la lutte contre la discrimination, la stigmatisation. Donc il y a eu beaucoup de problèmes dans certaines entreprises, mais parce que les gens n'ont pas compris. Ces politiques n'ont pas été expliquées aux travailleurs. Donc en clair, les travailleurs n'ont pas compris l'intérêt. Elles ne se sont pas appropriées, n'ont pas compris l'intérêt des politiques. Parce que les politiques traduisaient l'engagement des directions générales. Voilà. Donc aujourd'hui, beaucoup de travailleurs ne savent pas en fait quel était vraiment le contour de cette politique-là. Autre chose aussi importante, c'est qu'aujourd'hui, il y a 10 ans, 15 ans de cela, toutes les entreprises ont élaboré des politiques. Mais aujourd'hui, il y a eu beaucoup de changements. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui sont partis à la retraite, il y a beaucoup de travailleurs qui sont à la retraite. Donc il y a de nouvelles équipes qui sont en place aujourd'hui. Donc ces nouvelles personnes qui sont en place dessus doivent pouvoir reviser ces politiques-là pour pouvoir mieux les suivre et les évaluer. Reviser, c'est quoi? C'est dire qu'aujourd'hui, nous avons dit que nous allons lutter contre la stigmatisation. Est-ce qu'il y a eu des cas de stigmatisation? Est-ce qu'il y a eu des cas de discrimination? Est-ce qu'on a bien organisé notre séance de sensibilisation? Est-ce qu'on a bien organisé notre séance de prise en charge? Pour voir si on a été vraiment à l'auteur, afin de pouvoir reviser ces politiques-là. Donc voilà un peu les petites difficultés qu'aujourd'hui les entreprises ont dans la lutte contre le VIH. Et qu'est-ce que vous leur proposez? L'idée aujourd'hui, il y a des outils qui ont été élaborés, simples, utiles et pratiques. C'est aujourd'hui de pouvoir mettre en place des politiques, des plans d'action. Et ces plans d'action sont très segmentés. Elles partent aussi d'enquêtes. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui ne font pas d'enquête. Parce qu'il faut faire un état de lieu. Quand vous voulez organiser un programme, il faut interroger les travailleurs pour voir le niveau de connaissance, quelles sont les pratiques dans l'entreprise, quelles sont les croyances, quelles sont les attitudes que les gens ont. Et c'est à partir de cela qu'on peut mesurer le comportement des travailleurs. Et c'est des études qui doivent pouvoir se faire dans l'entreprise chaque 2 ans pour voir si vraiment on évolue. Il y a des entreprises, par exemple, qui aujourd'hui ont un taux de dépistage de, je dirais quoi, peut-être 40%, mais c'est toujours les mêmes. Elles ne sauront jamais qui vient pas. Alors que si elles s'amusaient à faire une enquête globale, totale d'entreprise, elles pourraient comprendre qu'il y en a qui ne viennent jamais, qui n'ont jamais fait, en croisant les questions. Donc tout ça, ce sont les éléments qui sont contenus dans la politique. Élaboration, révision, surveillance, correction de la politique. C'est extrêmement important. C'est le b.a.-ba de programme.
Mais docteur, les comités SIDA ont été créés dans les entreprises. Où en est-on avec le fonctionnement de ces comités? Quelle est la différence avec les comités d'hygiène et de sécurité au travail? Là, c'est une excellente question, je dirais. Les comités d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ont une reconnaissance institutionnelle. Vous savez qu'il y a la direction des affaires sociales, il y a la CNPS, donc il y a une loi qui existe en Côte d'Ivoire depuis les années 60, où toute entreprise qui a plus de 50 travailleurs est tenue d'avoir un comité d'hygiène et de sécurité au travail. On parle maintenant de comité de santé et de sécurité au travail. Et dans lequel il y a des représentants qui sont plus ou moins connus, nommés officiellement par les directions. Et dans certaines entreprises même, il y a des petites primes qui sont données à ces personnes-là pour pouvoir travailler dans ces comités-là. Au début des années 2000, il y a eu l'avènement de tous ces comités SIDA dans les entreprises. Il y a eu même des cellules focales qui ont été mises en place, mais sans qu'il y ait cette reconnaissance institutionnelle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous allez dans bon nombre d'entreprises, les comités de SIDA n'existent que de nom. Donc on ne sait plus quoi faire, parce qu'il n'y a pas eu véritablement de reconnaissance institutionnelle. Deuxièmement, il n'y a pas eu une harmonisation des politiques, des plans d'action de lutte contre le sida dans ces entreprises. Vous allez à gauche, dans une entreprise X ou dans une entreprise Y, chacun essaie d'avoir une activité. Chacun essaie d'avoir une activité de prévention, et par-ci, par-là, pour pouvoir mobiliser ses travailleurs. Mais ça, ce n'est pas mesurable. Ce n'est pas mesurable. Tant que l'entreprise n'aura pas une véritable politique avec des indicateurs, elle ne pourra pas mesurer. Donc, elle n'aura même pas les moyens de continuer dans le temps. C'est pour cela que nous exhortons les entreprises à avoir ça existe, hein, il y a beaucoup d'expertises qu'on travaille dans ce sens-là, des feuilles de route qui existent. Donc, les entreprises peuvent utiliser ces feuilles de route-là pour pouvoir mettre en place des programmes. Si ce n'est pas le cas, bon, mais on se tourne les pouces. Docteur, on a essayé aussi de demander l'avis des populations. Est-ce qu'il existe un comité de lutte contre le VIH dans leur entreprise? Il n'existe pas d'entreprise de comité de lutte contre le VIH dans notre entreprise. Voilà. Bon, on n'en parle pas. Bon, on s'est dit, bon, ça ne nous préoccupe pas trop. Voilà, en tant que les hommes, bon, ça ne nous préoccupe pas trop. Je sais que dans la structure dans laquelle je suis, il y a un centre médical, mais jamais on entend parler du VIH-Sida. Lorsque des personnes ne se sentent pas bien, elles vont consulter les personnes. Il y a bien un organisme là, national, mais c'est leur travail. Maintenant, au sein d'une entreprise, s'ils ne voient pas la nécessité d'avoir un tel comité, bon, moi je ne pense pas que ce soit à eux, puisqu'il y a déjà un organe étatique chargé de lutter contre cela avec les moyens conséquents. Docteur, les avis sont différents. Quel est votre commentaire sur le sujet? Le commentaire il est simple. Vous savez, les animateurs des comités SIDA, en général dans les entreprises, sont des pères éducateurs. Donc ce sont des travailleurs qui ont été conformes en général pour sensibiliser leurs pairs. On parle de pères éducateurs. Alors, vous savez que tout à l'heure, vous avez parlé de non-reconnaissance institutionnelle de ces pères éducateurs. Aujourd'hui, avec le temps, hein, toutes ces personnes qui ont été formées ont, dans certaines entreprises, réclamé des émoluments pour le temps qu'elles prenaient pour pouvoir faire des sensibilisations. Et comme en général, les entreprises n'ont pas budgétisé ça, il est vraiment difficile pour ces entreprises-là de pouvoir les motiver. Donc, dans beaucoup d'entreprises, il y a des motivations sont installées. Et puis aussi, il y a la formation. Il faudra aussi mettre en place des formations continues. Il y a une évolution de l'information. Les gens ne savent pas. Donc, si vous faites une sensibilisation auprès de vos travailleurs, de vos pairs, au bout de 2-3 séances, que vous n'avez plus rien à leur dire, c'est ceux qui ne viendront plus vous écouter. Ou bien s'ils sont plus informés que vous, ils ne viendront plus vous écouter. Donc, voilà les problématiques que les entreprises ont. Et aujourd'hui, les pères éducateurs dans les comités SIDA ont besoin de changement. Il faut changer les pères éducateurs. Peut-être chaque 5 ans et tout, il faut les changer. Il y a des entreprises aujourd'hui qui ont perdu tous les pères éducateurs, enfin perdus entre guillemets, qui sont tous à la retraite. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Il y a ces problèmes qui se posent pour certaines entreprises. Il y a des entreprises aujourd'hui où elles sont permises de sélectionner les pères éducateurs sans tenir compte de leur notoriété dans l'entreprise. Parce qu'il faut prendre des pères éducateurs modèles. Si vous prenez des pères éducateurs qui ne sont pas des modèles dans l'entreprise, c'est sûr que votre programme de voir l'échec.
Donc il y a eu tous ces petits problèmes-là d'entreprise. Ça a concouru à faire tuer un peu, en guillemets, la vie, même les activités de comité SIDA. Voilà des problématiques que nous rencontrons. Docteur, ça nous amène aussi à parler du rôle des ONG. Beaucoup d'ONG ont été créées pour lutter contre le sida, 700 entre 2001 et 2006. Quel a été l'apport de ces ONG dans le cadre des activités des entreprises? Alors, les ONG, pour certaines, pour un très peu nombre, ont été très efficaces. Ils ont beaucoup aidé les entreprises. Parce que vous savez, au départ, il a fallu faire beaucoup de témoignages. Il fallait expliquer aux gens qu'il c'était possible de vivre le VIH-Sida. Donc des personnes vivant le VIH sont venues faire des témoignages, ça a mobilisé, ça a sensibilisé, ça a permis de lever des fonds pour avoir des activités de lutte contre le VIH-Sida. Certaines ONG ont aidé au dépistage. Il y a eu beaucoup de dépistage dans ces entreprises-là. Docteur, les entreprises sont aujourd'hui capables de fonctionner sans le partenariat ou l'expertise des ONG ou autres partenaires. Est-ce que c'est possible? Là est la grosse question aussi. Parce que depuis les années 2000, il y avait vraiment beaucoup de formations au niveau des entreprises. Parce que parler des capacités des entreprises, c'est dire qu'aujourd'hui, tous les acteurs clés des entreprises soient capables de pouvoir organiser un programme. Je prends depuis là-haut, depuis le top management, depuis le manager, depuis les gestionnaires des ressources humaines, depuis les médecins, depuis les infirmiers, les paramédicaux, les assistants sociaux. Est-ce qu'on peut savoir si toutes ces personnes ont été formées? C'est un peu difficile de savoir. La mobilisation a baissé. À l'époque, il y avait beaucoup de formations pour comprendre les programmes, pour mettre en œuvre des programmes. Mais aujourd'hui, avec la baisse de la mobilisation, on ne peut plus avoir assez de personnes formées, capables dans l'entreprise de pouvoir. Malheureusement, les ONG aussi ont eu tendance à disparaître. Qu'est-ce qu'il faut faire? La problématique revient toujours dans le financement. Qui finance la formation? Parce qu'il faut la formation. Pour avoir une bonne formation de ces acteurs, il faut financer des formations. Bon, aujourd'hui, à l'époque, il y avait, je crois, 4 organismes qui avaient été reconnus au niveau du FDFP, parce que vous savez que les entreprises cotisent au FDFP pour des formations. Donc, il y avait 4 organismes qui avaient été reconnus pour ces formations. Donc, cela permettait aux entreprises de bénéficier des formations continues là, à partir du FDFP. Malheureusement, je ne crois plus que ce soit possible avec ces structures-là. Donc, aujourd'hui, il est demandé aux entreprises de financer ces formations. Or, elles n'ont plus assez de budget pour financer ces formations. À l'époque, il y avait beaucoup de laboratoires pharmaceutiques qui ont aidé à financer, à former les médecins et tout. Aujourd'hui, ces laboratoires aussi ont un peu baissé les bras. L'État aussi se préoccupe de la formation des médecins, du public. Donc aujourd'hui, dans le privé, il y a cette notion, ce problème-là. Il y a de l'argent pour former. Il y a assez d'argent pour former les médecins. Mais il faut qu'il y ait une volonté au niveau du secteur privé. D'abord faire l'état de lieu pour savoir qui a été formé, combien de médecins ont été formés, combien n'ont pas été formés, combien d'infirmiers il y a. Parce qu'il y a eu un renouvellement aussi de toutes ces couches-là. Il y a des médecins qui sont à la retraite, qui avaient été formés. Il y a de nouveaux médecins qui sont arrivés, donc qui n'ont pas été formés, à qui on demande des responsabilités. Mais comment les faire? Donc aujourd'hui, à mon humble avis, je voudrais que les entreprises aujourd'hui manquent d'expertise, de capacité pour pouvoir faire face à cette réponse-là. Ça peut même jouer sur le conseil, le dépistage volontaire. Bien entendu, bien entendu. Est-ce que c'est vraiment appliqué dans les entreprises? Ça joue effectivement sur le conseil parce qu'aujourd'hui, il faudrait que ces médecins soient capables de pouvoir amener à faire ce dépistage-là. Si les médecins n'ont plus cette expertise de conseil, de pré-test et post-test et tout ça, c'est vraiment des étapes qu'il faut respecter. Si elles n'ont plus cette expertise-là, c'est difficile. Si l'infirmier n'est pas capable de le faire, c'est difficile. Donc c'est peut-être les ONG qui ont cette expertise-là qui peuvent encore venir. Mais entrer dans les entreprises aujourd'hui, c'est tout un problème. Quand on sait qu'aujourd'hui, le VIH-Sida est passé de 12% à 3,7%, mais il y a aussi les maladies non transmissibles aussi qui sont en train de miner les entreprises, qui elles sont en train de monter. Donc elles qui étaient à 3% sont en train d'aller à 10%. Donc qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Donc dans tout cela, il faut qu'on puisse réfléchir pour voir qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Est-ce qu'on peut avoir déjà une idée du taux de dépistage dans les entreprises? Je vous l'ai dit, c'est un peu difficile, parce que vous savez, c'est toujours les mêmes qui passent. Il y en a qui vont passer chaque année, il y en a qui le font tous les 3 mois, il y en a qui ne viennent jamais. Donc c'est vraiment difficile d'avoir un taux de dépistage. C'est un peu un secret pour les entreprises aussi. Oui. Elles n'aiment pas trop communiquer ce genre de statistiques. Mais je pense que seules les enquêtes faites au sein des entreprises qui peuvent permettre d'avoir des statistiques. Et les enquêtes sont assez subtiles. Elles permettent de nicher un peu ceux qui n'ont jamais fait.
Docteur, nous allons maintenant demander à notre chroniqueur Serge Colliat de nous rejoindre sur le plateau pour parler SIDA actif. Bienvenue Serge. Merci Delphine et merci donc à nos téléspectateurs qui nous suivent chaque fois que cette émission a lieu. Que pensent les internautes de l'actualité du jour? Alors, l'actualité du jour, entreprise privée et VIH-Sida, c'est un thème essentiel qui est suffisamment nourri sur les réseaux sociaux, également dans différents sites Internet. On va dire tout simplement que tous les spécialistes, tous les acteurs de la lutte estiment que l'entreprise, sinon les responsables d'entreprise doivent véritablement s'impliquer dans la lutte contre le VIH-Sida. L'entreprise, c'est un secteur assez sensible du développement. Et donc, qui dit développement, dit main-d'œuvre. Donc, les acteurs des entreprises ont le droit d'avoir un programme cohérent, un programme complet et un programme à long terme qui se résume en quelques grandes articulations qu'on pourrait citer. Le dépistage, qui est très important. Au-delà du dépistage, on peut parler donc du suivi en cas de séropositivité, mais aussi l'information claire et puis et d'assistance. Voilà, l'assistance, la prévention aussi pour ceux qui ne sont pas malades, mais qui ont besoin d'avoir toujours l'information. Est-ce que, conformément à ce que nous disent nos spécialistes, en Côte d'Ivoire, nos spécialistes, sinon nos entreprises, prennent en tâche véritablement avec des structures? Alors aujourd'hui, effectivement, il y a une coalition des entreprises qui s'appelle la CECI, une coalition des entreprises pour lutter contre le VIH-Sida. Donc elle est plus ou moins représentative des activités qui sont menées pour les entreprises. Bon, je pense que malheureusement aussi, à ce niveau-là, l'engouement n'est pas encore trop perçu. Mais qu'est-ce que les entreprises font aujourd'hui? Je crois qu'elles essaient de s'organiser quand même pour avoir des activités de sensibilisation. Je crois que le 1er décembre, à la journée mondiale, je pense qu'il y a beaucoup de mobilisation, de sensibilisation, de campagnes de dépistage. On a même l'impression que les activités se limitent à la journée mondiale. Oui, malheureusement, ce qu'il ne faudrait pas. Aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup d'entreprises aussi qui ont intégré le dépistage dans la visite systématique annuelle. Donc chaque année, à la visite systématique, elles proposent aux travailleurs de faire le dépistage du VIH-Sida. Et dans d'autres entreprises aussi, il y a des tests rapides de dépistage là, à l'infirmerie. Donc à la demande, les travailleurs peuvent aussi faire le test de dépistage. Serge, d'autres préoccupations Tout pour à fait. terminer? Pour rebondir sur ce que le docteur vient de nous dire, effectivement, il y a beaucoup à faire. Il faut faire en sorte que la prise en charge se fasse effectivement dans le secteur des entreprises privées. À ce propos, pas pour interpeller, mais juste pour donner cette information, selon l'OMS, on a un taux estimatif, on va dire, de 9 séropositifs sur 10 cas. 9 cas sont des travailleurs. En général, sur 10 cas, il y a 9 qui sont travailleurs. Et ça, c'est une inquiétude de l'Organisation internationale du travail qui estime que d'ici à l'horizon 2020, 12% de la main-d'œuvre de ceux qui travaillent donc, dans les entreprises sera réduite. Donc, c'est une inquiétude, voire que si rien n'est fait, si des actions ne sont pas menées, si les entreprises ne prennent pas à bras le corps la lutte contre le VIH-Sida d'ici à 2020, eh bien, les travailleurs, dans leur productivité, vont baisser de 12%, ce qui contribuera donc véritablement à nous ramener en arrière dans nos élans de développement, surtout en Afrique où il y a 35 pays qui sont donc visés par cette recommandation, sinon cette information. Docteur, c'est alarmant. C'est alarmant, c'est encore plus alarmant que je peux vous donner encore une autre information. Vous savez que nous sommes focalisés sur les grandes entreprises, malheureusement. C'est vrai qu'on a pratiquement 1500 grandes entreprises, plus ou moins grandes entreprises, mais il y a au moins 36 000 petites et moyennes entreprises qui n'ont pas les moyens, qui n'ont même pas la possibilité de pouvoir se mutualiser pour ces actions-là. Donc on a tout un pan de notre économie qui est complètement ignoré dans tout ce que nous faisons jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu quelques tentatives de programmes de mutualisation, mais ça n'a pas abouti. Donc je crois que le gros programme aujourd'hui, le gros problème, c'est les petites et moyennes entreprises. Elles sont complètement ignorées. Et quand on sait même qu'aujourd'hui, les petites et moyennes entreprises même travaillent avec des grandes entreprises. Donc elles sont dans les grandes entreprises qui rarement les prennent en compte dans leur politique de lutte contre le VIH-Sida. Je crois qu'il y a ce côté-là, il y a ce pôle aussi à pouvoir élaborer
comment aider ces grandes entreprises-là à prendre en compte ces petites et moyennes entreprises pour mettre en place des programmes de stage. Donc on a du travail. Il faut que ces petites et moyennes entreprises, ces artisans, la chambre des métiers, toutes ces contribuer de notre économie là, pour pouvoir bénéficier parce qu'elles sont toutes dans l'ignorance. Elles n'ont pas d'apposé sur la voie des programmes. Serge, merci pour ta contribution. Docteur, pour terminer ce magazine, nous avons une dernière préoccupation. Est-ce qu'il est facile pour un travailleur de se confier à son médecin d'entreprise? C'est votre rubrique Conseils pratiques. Il y a un élément essentiel qui échappe un peu aujourd'hui au niveau d'entreprise. C'est la gestion du capital humain. Je pense qu'aujourd'hui, toute entreprise devrait pouvoir courir vers le bien-être. Le bien-être au travail est fondamental. La gestion du capital humain est fondamentale. Et le service médical aussi doit être au cœur de la politique de bien-être au travail. Et si il y a cette politique du bien-être au travail, je pense que les travailleurs auront confiance aux médecins. Et les travailleurs pourront venir se confier aux médecins. Parce que c'est avec lui qu'elle pourrait avoir le maximum d'informations, de conseils pratiques et d'orientation. Ce n'est pas forcément dire que oui, mon médecin n'est pas capable de me soigner, si peut-être il n'est pas diabétologue, il n'est pas cardiologue. Non, il a le rôle de dispatching, d'orientation. Il peut même, quand il a la possibilité de traiter certaines pathologies. Donc je pense qu'aujourd'hui, si les moyens d'une politique de bien-être sont construits dans l'entreprise, sont expliquées, sont bien comprises depuis le top management, les gestionnaires des ressources humaines, qu'il y a une symbiose dans l'entreprise, je pense que les travailleurs seront beaucoup plus à l'aise pour se faire prendre en charge par le médecin, notamment dans le cas du VIH-Sida. Et ce médecin même pourrait être le complice entre le travailleur et le médecin qui est dans la clinique à l'extérieur, qui suit ce travailleur. Et c'est là aussi, comme je disais tout à l'heure, que s'installe cette notion de secret partagé. Mais quand le médecin n'est pas très au fait de cette vision de bien-être au travail, qu'il y a ce mal-être au travail, je pense que les travailleurs ne seront pas tentés d'aller vers le médecin. Parce qu'ils se diront quelque part aussi souvent que le médecin est un peu complice des ressources humaines, qu'il irait confier même le dossier aux ressources humaines. C'est ça le mal-être au travail. Merci docteur d'être venu sur notre plateau. Merci pour toutes ces informations. Je vous remercie. Je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le docteur Annie Gra-Argina Prince-Igor, médecin d'entreprise. Merci pour votre contribution. Je vous remercie. C'est la fin de ce magazine réalisé par Awasawa Dogo. Merci à Aurélia Drukula pour les éléments de soutien. Merci à toute l'équipe technique. Bonne santé à tous. Donnons tous un chaos au VIH-Sida.